Bonjour à tous. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre premier atelier à la découverte de la création des applications AirShiny dans le cadre de notre collaboration avec Airlib. Nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration avec le groupe Airlib qui est basé en France. Nous travaillons ensemble pour atteindre notre ambition commune qui vous accompagne dans votre apprentissage du langage de programmation R et vous aider à progresser, à développer de nouvelles compétences grâce à la communauté R. Maintenant, je cède la parole à Mona pour présenter notre formateur, M. Mohamed Foudil El-Hadadi. Merci Amel. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très ravis de cette collaboration. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Dr Mohamed El-Fodil El-Hadaden. Donc, Mohamed est instructeur certifié de R Studio. Il a obtenu un doctorat en économie et il est l'auteur aussi de deux packages R Larger et Baris pour travailler avec l'API du portail français de données ouvertes. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur son site web. Il travaille sur plusieurs projets intéressants. Si je passe au slide suivant. Alors, nous sommes toujours à la recherche d'orateurs ou d'oratrices. N'hésitez pas à nous faire parvenir de vos suggestions, vos propositions. Si vous avez des thématiques que vous voulez, que vous souhaitez que nous couvrons, n'hésitez pas à nous faire parvenir de ça. Sinon, nous sommes actifs sur plusieurs canaux, plusieurs réseaux sociaux, plusieurs canaux de communication. Nous essayons de partager les différents enregistrements des sessions qu'on organise sur les deux chaînes YouTube, que ce soit Arlil ou Tunis Air User Group. Je vous communique les liens de le chat tout de suite. Voilà, c'était tout de mon côté. À toi, Mohamed, de commencer. Je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Okay. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le groupe Air Users Tunis pour l'invitation et le groupe Airlib. Merci à Amel, Mona et Huda. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, ça sera, si j'ai bien compris, ce sera une introduction sur Shiny. Donc, je vais partager mon écran. Juste un truc avant de commencer, s'il y a une question ou quelque chose que vous voulez savoir à propos de Shiny, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment. S'il y a une question, Mouna, pardon, Amal, juste vous pouvez m'interrompre à chaque instant, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que Shiny? Shiny est un package qui permet de créer des applications web. Donc, des applications web, c'est comme des sites web, mais qui permettent de faire des calculs, d'opérer des calculs qui sont plus ou moins importants et d'avoir des résultats. C'est quelque chose qui permet de générer une valeur ajoutée qui est assez considérable au niveau des entreprises, des universités, des labos de recherche, etc. Donc, c'est très intéressant parce que vraiment, on a d'une part, OK, on a le code, c'est bien, mais beaucoup de personnes, malheureusement ou heureusement, ne savent pas coder. Donc, c'est un fait. Donc, proposer une solution UI, c'est très intéressant car ça permet vraiment d'opérer des calculs, des interactions avec juste une souris et l'interface graphique. Mais Shiny, c'est un peu plus qu'un package parce que je dirais que c'est plus un framework parce qu'il intègre plusieurs librairies ou librairies JavaScript, CSS, HTML, etc. Donc, ce n'est pas vraiment que du R. C'est beaucoup de langages incorporés au niveau d'un package qui va vous permettre, bien sûr, en utilisant R, de faire beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que Shiny est utilisé pour créer des dashboards. C'est vrai, il a été extensivement utilisé pour créer des dashboards, mais pas que. Il permet de générer beaucoup plus que ça. Donc, sincèrement, il n'y a pas de limite à votre imagination parce que si vous voulez, par exemple, créer une application qui fait des choses qui ne sont pas dans le cadre d'un dashboard, c'est possible. Donc, si vous avez les connaissances nécessaires en R, en CSS et en JavaScript, vous pouvez tout faire sur Shiny.
Donc, créer une app qui permet de faire du n'importe quoi. Donc, je vais juste présenter l'ossature d'une application Shiny. Donc, d'une part, vous avez ici, quand vous créez une application Shiny, vous avez un fichier qui s'appelle app.app, généralement. C'est ça. Vous pouvez l'appeler n'importe comment, mais l'appellation standard est app.app. Et ce fichier, c'est un script R. À l'intérieur de ce fichier, vous trouverez deux composants principaux. Donc, vous trouverez ce qu'on appelle votre UI, User Interface, et vous aurez d'un autre côté le serveur. Donc, ces deux composants vont vous permettre de créer votre interface ou votre Shiny app. Donc, le UI, c'est quoi? Le UI, c'est ce que l'utilisateur va voir. C'est par exemple, c'est les graphiques, c'est les box, c'est les messages, le texte, les titres. Donc, c'est tout ce qui est visible sur l'écran. C'est ça le UI. Et Shiny va vous permettre, à travers le langage R, à travers du code R, de créer ce UI, mais ce n'est pas vraiment, comment on dit en français, behind the scene. Vous écrivez du code R, mais ce code R, il est retranscrit ou converti en code HTML et CSS à ce niveau. Donc, à ce niveau, c'est beaucoup plus. Donc, vous avez ici, vous avez du R, OK? Mais véritablement, c'est du CSS et du HTML. Mais ça, vous ne le voyez pas parce que Shiny, il le fait, la conversion, elle est faite automatiquement. Donc, vous aurez une panoplie de fonctions que vous utiliserez et ça sera fait automatiquement. Par contre, pour moi, le cœur d'une application, c'est le serveur. Le serveur va contenir tout ce qui est calcul, tout ce qui est modèle, tout ce qui est interaction avec l'utilisateur. Si par exemple, je clique sur un bouton ici au niveau de mon utilisateur, de mon interface utilisateur, si je clique au niveau d'un bouton, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais générer? Quel calcul? Si j'ai un calcul, quel est le code nécessaire pour générer les résultats, etc. Tout ça va se passer au niveau du serveur. Donc, au niveau du serveur, ça sera principalement du code R, pur R, donc des calculs R. Donc, ça ne sera pas converti du tout. OK, si je fais ça, donc ça sera du R, plus, parce que vous aurez une interaction avec le UI. Si je clique un bouton, qu'est-ce qui se passe? Donc, le langage qui permet de faire ça, c'est le JavaScript. Donc, c'est le seul langage actuellement du web qui permet de créer ce genre d'interaction au niveau d'une application web. Donc, vous voyez pourquoi j'ai dit que c'était un framework, parce qu'il intègre plusieurs langages, plusieurs technologies en une seule fenêtre, en une seule application. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux, par exemple, je suis au niveau de mon... Je vais juste ouvrir mon RStudio. Donc, la manière la plus simple de créer une application Shiny, c'est d'aller sur Fichier, New Project, nouveau projet. Et là, vous choisissez, bon, ça dépend, mais en général, on choisit New Directory. Et vous avez une liste au niveau de RStudio. Et ici, vous pouvez cliquer sur Shiny Web Application. Donc, sur Shiny Web Application, vous donnez un nom à votre dossier. Donc, je vais l'appeler Shiny App, ou je peux l'appeler n'importe comment. Et bon, je clique, je décoche ici, et je fais Create Project. Et ça va me créer automatiquement un projet. Donc, ce sera un projet RStudio avec un fichier que vous pouvez voir à ce niveau, appelé app.r. Et vous avez par défaut, RStudio vous fournit un template. C'est juste un exemple d'une petite Shiny app avec quelques commentaires. On peut l'effacer ça. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, juste pour l'interface RStudio, est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est visible? Est-ce que quelqu'un peut me dire si je devrais zoomer ou non?
C'est bon? Je zoome. Je pense quand tu zoomes, c'est mieux. OK, donc je zoome un Ouais. peu plus. Non, Là c'est bon. Oui, là, OK, je pense que c'est clair. Merci. très bien. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est bien sûr charger la librairie. Donc, je fais Library Shiny. Et qu'est-ce qu'on avait dit au début, c'est qu'on avait besoin d'un UI, d'une interface utilisateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable que je vais appeler UI. Et cette variable on va assigner à cette variable une fonction qui s'appelle FluidPage. Donc, cette fonction FluidPage va contenir plusieurs fonctions, pardon, qui vont établir l'ossature de mon interface utilisateur. Donc, j'ai mon UI. Pour l'instant, c'est vide, je n'ai rien fait, mais j'ai déjà la base. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon serveur. Donc, le serveur, il est un peu différent parce que ce n'est pas vraiment une fonction. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle un function call. Ici, on appelle une fonction. On appelle une fonction qui est appelée FluidPage et on assigne le résultat de cette fonction à la variable UI. Ici, au niveau du serveur, on crée une fonction. Donc, on va faire function. Et cette fonction, elle prend trois paramètres. Input, output, et session. J'ouvre les parenthèses. Et à ce niveau, j'écris le code nécessaire pour générer mon serveur. Pour l'instant, on n'a pas besoin de connaître les détails de input, output, session. Ce n'est pas très important. Il faut juste savoir que ces trois paramètres sont très importants et qu'il faut les utiliser. Donc, j'ai mon UI, j'ai mon serveur. Maintenant, si je sauvegarde et que j'essaye de lancer mon application, rien ne se passe parce que j'ai besoin d'une fonction qui va me permettre d'établir une liaison entre mon UI et mon serveur. D'accord? Et cette fonction, c'est Shiny App, simplement. Donc, il y a une fonction qui s'appelle Shiny App et qui va me permettre de spécifier mon UI. Donc, UI, c'est UI. Donc, le paramètre UI, j'ai créé une variable qui s'appelle UI, donc c'est bon. Serveur égale à serveur. Là, si vous remarquez, quand je supprime cette ligne et je sauvegarde, regardez ce qui se passe. Ici, j'ai un run, j'ai un source, j'ai les boutons classiques d'un script R. Mais dès que j'écris cette ligne et que je sauvegarde, si je sauvegarde, regardez ce qui se passe à ce niveau. J'ai un bouton qui est automatiquement créé, qui est Run App. Donc, RStudio a détecté que c'était une application Shiny et m'a proposé donc ce bouton. Donc, si je clique sur ce triangle, je vais générer mon application. Donc, je clique à ce niveau. J'ai une page blanche. C'est vide parce qu'on n'a encore rien écrit, on n'a rien intégré au niveau de l'application, mais c'est une application. Donc, c'est une application web qui est vide. Elle est vide en termes de user interface, en termes d'interaction, en termes de serveur, ça c'est clair, mais elle n'est pas vide en termes de fonctionnalité. Parce que si je fais un clic droit et je vais, par exemple, à ce niveau, j'inspecte le contenu de cette application, certes, elle est vide, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de code HTML qui est déjà préétabli. Donc, même si mon application est vide, Shiny, on peut voir que Shiny intègre beaucoup de librairies JavaScript. Si je vais, par exemple, ici, au niveau de source, je peux voir que Shiny intègre, par exemple, si je vais RStudio, comment je peux voir où sont les... Oui, à ce niveau. Donc, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de fichiers CSS. Donc, j'ai Ace Editor, etc., qui sont intégrés par défaut. Et j'ai des fichiers JavaScript. Donc, j'ai du jQuery, j'ai du Shiny.js. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées, même si l'application est vide. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer
de remplir cette application, d'afficher quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je ne sais pas si vous avez des connaissances en HTML, mais en HTML, on a ce qu'on appelle les HTML tags, les balises HTML. On a par exemple du H1 pour les titres, par exemple les grands titres. On a la balise IMG pour les images, pour intégrer des images. D'accord? On a la balise, on a beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup de choix. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, bon, HTML, c'est 2 ou 3 heures de tutoriel et vous maîtrisez, ce n'est pas sorcier. Mais en R, si vous écrivez cette écriture, vous aurez une erreur parce que R ne reconnaît pas ce genre d'écriture. Donc, Shiny propose des fonctions qui vont vous permettre de convertir des balises HTML ou qui vont vous permettre de générer des balises HTML en R. Donc, si je vais, par exemple, supposons que je veux écrire un titre, d'accord? Je sais que le tag pour le titre, ou la balise HTML pour le titre, c'est un H1. Ça va de H1 à H6. Donc, si je fais H1 ici, à ce niveau, j'ouvre les parenthèses et j'écris mon titre principal, par exemple. Je sauvegarde, je lance l'application et j'ai un titre à ce niveau. Donc, c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Donc, si vous connaissez le tag HTML que vous voulez utiliser, je suis sûr et certain que vous trouverez la fonction nécessaire, que Shiny proposera la fonction nécessaire pour l'utiliser au niveau de Shiny. D'accord? Donc, ça va aussi pour d'autres choses. C'est très abouti. Maintenant, on va faire quelque chose de plus intéressant. Je vais créer une petite application qui va générer un plot, un graphique, et on va voir comment ça se... Pour l'instant, on va aller vers une application très simple, très statique, mais ça va nous permettre d'appréhender les bases. Donc, pour l'application, je vais utiliser un package qui s'appelle ggplot. Pour les gens qui ne connaissent pas ggplot, ce n'est pas très important, c'est pas primordial de connaître pour comprendre Shiny. Donc, si vous connaissez, je ne sais pas, il n'y a pas de souci. Mais on doit tout d'abord s'intéresser à un fondamental au niveau de Shiny. Donc, je suis au niveau de mon UI. Si je veux, par exemple, générer un graphique ou présenter un graphique, je dois obligatoirement et premièrement dire à Shiny, au niveau de mon UI, que, hey, je veux que tu me génères un plot à ce niveau, juste en dessous de mon H1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une fonction ou une famille de fonctions. Donc, la fonction pour générer un plot, pour dire que je veux un plot, c'est plot output. Okay? Donc, ici, je suis en train de dire à mon UI, hey, s'il te plaît, génère-moi, je veux générer un graphique à ce niveau. Donc, j'utilise la fonction plot output. Et la fonction plot output prend un paramètre principal. Bon, elle a plusieurs paramètres, mais le paramètre primordial, ou le plus important, c'est output ID. Ici, output ID est très important. Pourquoi? Parce que plus tard, au niveau des applications Shiny, on voudra créer des interactions. Par exemple, si j'ai 3 plots, OK? Donc, si j'ai un plot 1, plot 2, plot 3, et supposons que je veuille que mon utilisateur, dès qu'il clique sur plot 2, un calcul s'enclenche. Donc, j'ai besoin de détecter le plot auquel l'utilisateur va faire référence. Et pour ça, j'aurai toujours besoin d'un ID, d'un identifiant qui soit unique pour chaque graphique, pour chaque tableau, pour chaque élément de mon UI. Ou pour les éléments de mon UI, pas chaque élément, parce que le titre ici, on n'a pas besoin d'un ID, mais pour les éléments qui vont être interactifs. Dans ce cas, j'aurai toujours besoin d'un output ID, parce que si je fais plot output, je sauvegarde et je lance, j'aurai une erreur. Donc, Shiny va me demander argument output ID is missing with no default. So, je dois alimenter toujours mes outputs avec un ID. Donc, l'ID, je vais faire, par exemple, plot 1. Donc, ce sera un ID très simple.
Et si je lance mon application, je n'aurai rien du tout. Pourquoi je n'ai rien? Parce que ici, au niveau de mon UI, j'ai spécifié que je voulais un plot, que je voulais générer un plot, mais il faut que je génère le code ou que je génère le plot au niveau de mon serveur. OK? Donc ici, il y a spécification, OK, mais il faut le générer, il faut implémenter le plot. Et sur Shiny, en Shiny, la syntaxe, elle est très particulière, mais on fait toujours, mais elle est toujours semblable. Donc, j'ai un output ID ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de mon serveur, je vais écrire output, OK? Juste output, $, et je vais écrire l'identifiant que je veux implémenter. Donc, à ce niveau, c'est PLT1, OK? Et je vais assigner à cette variable, à cet output $PLT1, une fonction ou le résultat d'une fonction qui est nommée selon la fonction qui est utilisée à ce niveau. Donc ici, on a utilisé la fonction plot output, OK, au niveau du UI. Au niveau du serveur, on doit implémenter le plot. Donc la fonction qu'on doit utiliser, c'est render plot. Donc Shiny a une fonction qui s'appelle render plot. J'ouvre les parenthèses ici, c'est très important parce que sinon, je ne pourrais pas écrire plusieurs lignes de code. Et ici, à l'intérieur de mon renderplot, je vais juste utiliser le code normal, ce sera du pur R, pour générer un plot. On va faire quelque chose de simple, on va juste faire un scatter-plot. Donc, je vais juste utiliser ggplot. Je vais utiliser une base de données qui est intégrée sur ggplot qui s'appelle MPG. C'est une base de données très simple qui a quelques variables automobiles. Et je vais utiliser AES, HWY, c'est une variable, un CTY variable. Et je vais générer un scatter-plot. Geom-line, non, Geom-point. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé ggplot, donc j'oublie un peu. Donc, je sauvegarde, je génère mon application et j'ai mon plot qui est généré automatiquement à ce niveau. Donc, c'est très, très simple. La syntaxe peut paraître bizarre, mais il faut l'accepter. Donc, les développeurs de Shiny ont opté pour cette syntaxe particulière, mais ce qui est bien, c'est que c'est robuste. Donc, à chaque fois, vous allez utiliser toujours la même procédure. Donc, vous aurez une fonction qui définira votre output. Output $, l'identifiant que vous aurez défini, le render family. OK, ça pourra être un render plot si vous avez un plot, render table si vous avez une table, render text si vous avez des textes, etc. Et le code à l'intérieur. Donc, si vous connaissez R, c'est déjà 80% du travail. D'accord? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça, déjà? Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Non. Top. Je continue? J'ai une question. Oui? Oui, allez-y. Chouret? Oui, on est à votre écoute. Je pense on vous avait perdu. C'est qui? Là, vous m'écoutez, Salam? Oui, On c'est t'écoute, bon. Chouret. On t'écoute. Alors, Salam. Non, on t'écoute plus. T'es en mute. T'es muté. Maintenant, on t'écoute. Alors, c'est pour Shiny. Est-ce qu'on peut l'utiliser avec Python, donc avec les codes Python? C'était ça ma question. Est-ce qu'on peut utiliser avec le code Python? En fait, en général, sur R, si tu veux utiliser, si tu veux intégrer du code Python en R, tu dois passer par la librairie ou le package Reticulate. Donc, ici, à ce niveau, au niveau de Shiny, tu peux tout simplement faire un library Reticulate. OK? Et utiliser du code Python, il n'y a pas de problème. C'est la même.
tout ce qu'on peut faire sur R, on peut le faire sur Shiny. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, on peut intégrer du code Python aisément. Mais il faut passer par la librairie Reticulate. OK, merci Fodil, يعطيك الصحة. Merci. Merci, je vous paye. Maintenant, on va passer à l'aspect interactif. Donc ici, j'ai mon application, c'est un plot, c'est très très simple. Supposons, à titre d'exemple, que je veuille donner la possibilité à mon utilisateur de choisir la couleur des points. OK? Très très simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ce qu'on appelle utiliser en Shiny des input widgets. Les input widgets, c'est des balises ou des éléments qui vont me permettre d'obtenir de la part de mon utilisateur un input. Donc, ça pourrait être du texte, ça pourrait être un chiffre, ça pourrait être un drop-down, une liste d'éléments. C'est pas le type d'input n'est pas très important, mais ce qui est sûr, ce qui est important, c'est que je vais recevoir quelque chose. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un drop-down, ce qu'on appelle une liste d'input, et je vais proposer quelques couleurs. Et l'utilisateur pourra, par exemple, cliquer, voir la liste des couleurs disponibles et choisir une couleur. Cette couleur sera automatiquement retranscrite au niveau de mon plot. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une fonction qui s'appelle select input. Okay? Et cette fonction select input, de la même manière, prend un ID, un identifiant. Pourquoi? Parce que je peux, au niveau d'une application, avoir 5 select input. Donc, je dois détecter quel select input est utilisé. Donc, dans ce cas, je dois identifier chaque select input. Donc, je vais juste dire, je vais lui donner l'identifiant couleur ou colors. Et je dois lui donner un label. Un label, c'est un titre. Donc, qui sera visible juste au-dessus de mon select input, de mon widget. Donc, par exemple, please select a color. OK? Les choix. Donc, ici, vous avez un paramètre choices. Donc, je vais fournir les choix qui vont être possibles de choisir. Donc, je vais utiliser un vecteur. Ça sera très, très simple. Je vais faire red, green, blue et pink, par exemple. Après, j'ai selected. Le paramètre selected va définir la valeur qui sera sélectionnée par défaut. Donc, quand l'application sera générée, quelle valeur sera sélectée par défaut, donc avant que l'utilisateur clique. Donc, supposons que la valeur par défaut, c'est le bleu. Donc, je vais faire blue. OK? Donc, j'ai mon select input. Donc, si je lance mon application, j'aurai ici un drop-down. Vous pouvez voir que par défaut, j'ai le bleu qui est sélectionné. Donc, please select a color. J'ai blue. Je peux sélectionner red, green, pink. Donc, j'ai mon drop-down. Mais au niveau de mon plot, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que j'ai généré mon input, mais je n'ai pas généré le lien, la correspondance entre mon input et mon output. Je dois créer un link. Donc, si je vais encore au niveau de mon... Ici, à ce niveau, donc, j'ai un input à ce niveau. OK? Et j'ai un output. Donc, je dois créer un lien bidirectionnel entre mon input et mon output. Donc, ça sera un lien à deux directions. OK? Donc, dès que mon input change, la valeur de mon output sera modifiée. Et automatiquement, dès que la valeur de mon output sera modifiée, je pourrai détecter quelle est la valeur de mon input à un moment T. D'accord? Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse à ce stade, c'est vraiment cette interaction. C'est vraiment dès que mon input change, la valeur de mon output doit être mise à jour automatiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle sur Shiny, ce qu'on appelle la réactivité. Donc,
mon output est réactif à mon input. Donc, comment ce lien est créé? C'est très, très simple. Donc, j'ai un input, j'ai un ID, très, très important. Donc, je vais au niveau de mon code et supposons que je veuille, comme mentionné précédemment, je veux donner à l'utilisateur la possibilité de modifier la couleur des dots, des points. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que le paramètre qui permet de changer la couleur des points, c'est color ou call sur ggplot. Ça, je le sais. C'est du R, il faut connaître. Maintenant, si je fais red ici, mon graphe sera en rouge. D'accord. Donc, c'est bon. Si je fais blue, ça sera en bleu. Mais je veux que ça soit réactif à cet input. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais juste écrire input, $sign. Donc, vous voyez, au début, on a fait output, $sign et l'identifiant de l'output. Mais ici, non, on va utiliser un input. Donc, on va faire input, $sign et l'identifiant de l'input. À ce niveau, l'identifiant de l'input, c'est colors. Donc, je vais copier ça et je vais le mettre ici. Je vais générer ça, OK. Très bien. Donc, maintenant, vous pouvez voir que j'ai le bleu qui est par défaut sélectionné et la couleur de mon plot est bleue. Donc, la couleur de mon scatter plot est bleue. Donc, si je change en red, ça va devenir red. Si je change en vert, ça va devenir vert, etc., etc. OK? Donc, c'est réactif et c'est très, très simple à faire. Et c'est vrai que c'est un exemple assez basique, mais vous pouvez imaginer que vous pouvez généraliser cette méthode ou cette approche à n'importe quoi, à n'importe quelle formule, à n'importe quel modèle, à n'importe quelle application. Donc, c'est très, très, il n'y a pas de limite. Maintenant, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'au niveau de choices, ici, on a créé un vecteur. C'est manuel. Par contre, ce qu'on peut faire, et ça, c'est du R, ce n'est pas relatif au Shiny, mais j'aime beaucoup cette feature dans R. Je ne sais pas si c'est disponible dans beaucoup d'autres langages de programmation, mais on peut écrire une fonction au niveau. Je peux fournir une fonction comme argument. Donc, au lieu d'écrire, par exemple, du hard-coded vector, il y a une fonction sur R qui s'appelle colors et qui fournit 700 différents types de couleurs. Okay? Donc, c'est une fonction qui a été écrite sur base R. C'est dispo, il n'y a pas de souci. Merci, base R. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu d'écrire ici, au lieu de faire un vecteur et d'écrire 200 couleurs à la main, je peux tout simplement appeler cette fonction qui s'appelle colors avec les parenthèses parce que je veux utiliser les résultats de la fonction. Okay. Je sauvegarde et je lance mon application. Et là, au lieu d'avoir quelques couleurs, j'aurai 700 couleurs à ma disposition. Vous pouvez voir que c'est assez compact. On peut penser que j'aurai un drop-down qui sera très, très lent, mais Shiny, en utilisant du CSS et du JavaScript, fait des choses très, très, très intéressantes. Par exemple, ici, j'ai un petit drop-down, mais je peux dérouler. J'ai un scroller sur la barre, donc j'ai beaucoup, beaucoup de couleurs. Je peux choisir et ça change automatiquement. Donc, ça, c'était pour le drop-down. Très bien. Maintenant, on a vu comment générer un plot. Je veux juste vous montrer comment générer aussi une table parce que ça va vous permettre d'appréhender la famille des fonctions plot output ou étoile output. Donc, ce sera plot output, table output, text output, blablabla output. Donc, ce sera une famille de fonctions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer juste en dessous de mon plot un tableau. Et donc, je vais utiliser table output. Je vais lui donner un output ID avec table1, okay? TBL1. Ça peut être n'importe quoi. De la même manière, je vais aller au niveau de mon serveur. Je vais retranscrire ou implémenter ce tableau. Donc, j'ai défini au niveau de mon UI que je voulais un tableau. Maintenant, je dois le coder. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire output, $sign, et l'identifiant de mon tableau qui est TBL1. Maintenant, juste au-dessus, on avait un plot, donc on a utilisé render plot.
Maintenant, on va utiliser une autre fonction qui fait partie de cette famille de fonctions qui est étoile, render étoile, render etwas, something. So, donc, ça sera render plot, render table, render text, etc., etc. Maintenant, pour un tableau, ça sera tout simplement render table. Et à l'intérieur de mon render table, je peux générer n'importe quel code R. Mais il faut faire attention parce que si je génère un plot à ce niveau, j'aurai une erreur. OK? Donc, si je fais ça à l'intérieur de mon render table, j'aurai un problème. OK? Donc, j'aurai cannot coerce class ggplot to data frame. Donc, ici, si je fais render table, on doit générer un tableau. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement générer ou afficher les 6 premières lignes de ma base de données MPG. Très simplement. Donc, je vais faire MPG. Juste avant cela, je vais juste faire un titre ici, écrire un titre, un H2, et faire first 6 rows of MPG. OK, maintenant, si je génère mon application, j'ai mon plot et j'ai mon tableau. Très, très basique. OK? OK, maintenant, on va voir une autre option de réactivité. Supposons que je vais donner la possibilité à mon utilisateur de choisir le nombre de lignes à afficher. Donc, par défaut, Head affiche 6 lignes, mais disons que je veux que mon utilisateur puisse choisir 2 lignes s'il le veut, 4 lignes, 50 lignes, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de mon UI. Je vais utiliser un input widget, parce que j'ai besoin d'un input, j'ai besoin de quelque chose. Okay? Et ce sera le nombre de lignes que l'utilisateur veut afficher. Donc, dans ce cas, je ne vais pas utiliser select input parce que j'ai besoin d'un chiffre, d'un nombre. Et ça sera tout simplement numeric input, parce que j'ai besoin d'un nombre numérique. Donc, je vais faire numeric input. Je vais lui donner un ID. Donc, input ID, je vais faire row number. Okay? Row dash number. Label, le titre, please select the number of row display. Désolé, j'écris en anglais les titres, etc. parce que j'ai un clavier anglophone et je n'ai pas je ne peux pas écrire en français. Donc, c'est un peu ça. Donc, label value. Le paramètre value, c'est la valeur par défaut. Donc, par défaut, je vais afficher, disons, 10 lignes par défaut. Okay? Le minimum à choisir. Donc, quand mon utilisateur va me fournir ce nombre, disons que je veux que le minimum, la valeur minimum à acquérir, à obtenir de ce widget soit égale à 1. Donc, en dessous de 1, mon utilisateur ne pourra pas, par exemple, donner une valeur de 0 ou de moins 10, etc. Donc, le minimum, c'est 1. Et le maximum, c'est, disons, nrow. Donc, le nombre de lignes de ma base de données. Donc, c'est nrow mpg. Donc, plus de nrow mpg, ça ne sera pas possible. Donc, si je fais nrow mpg à ce niveau, j'aurai 234. Donc, si l'utilisateur essaye d'écrire 260 ou 500, ça ne sera pas possible. Donc, je prendrai le maximum qui est 234. Maintenant, c'est top. Je lance mon application. Et là, j'ai please select the number of rows to display et je peux choisir ici. Si je veux aller en dessous de 1, vous pouvez voir que ça ne sera pas possible. Ça bloque. Donc, je peux sélectionner n'importe quelle valeur entre mon minimum et mon maximum. Donc, si je fais 300 ici, et je fais ça, regardez que ça bloque au niveau de 234. Parfait. Maintenant, je vais lier cet input, OK, row number, à ma table.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que la fonction head a un paramètre qui s'appelle n, si je me rappelle bien. Et par exemple, si je veux ici afficher les 6 premières lignes, si je lance cette fonction, juste comme ça, je sais que j'aurai 6 lignes, OK, de ma base de données, ou de ma table. Maintenant, si je veux avoir 10 lignes, donc je vais n égale 10, OK? Et maintenant, j'ai 10 lignes. Si je veux avoir une ligne, je fais n égale à 1. Donc, j'ai une ligne. Très bien. Donc, je connais le paramètre à utiliser. Mais je veux que ça soit réactif à cet input. Donc, je fais exactement la même chose. Je fais n égale à input, okay, $sign, set ID. Donc, ce que je suis en train de dire, je veux que ce paramètre soit dépendant de la valeur donnée au niveau de ce widget. Très, très simple. OK? Donc, je lance mon appli, je sauvegarde, je lance mon application. Et ici, j'ai un problème au niveau du titre. J'ai écrit first 6 rows. Désolé, je vais corriger first 10 rows. Parce que ma valeur par défaut, c'est 10. Je vais juste ajouter de l'espace en dessous de mon app parce que je trouve que c'est plus esthétique. Donc, il y a l'élément HTML BR qui permet juste d'ajouter de l'espace entre deux éléments. Donc, je vais écrire beaucoup de BR pour avoir un peu de souffle à la fin de mon application. Okay. Très bien. Maintenant, je sauvegarde, je lance l'application. Et vous pouvez voir que j'ai un peu de souffle ici. C'est plus esthétique. Maintenant, j'ai les first 10 rows of MPG. Si je change cette valeur ici, ma table sera automatiquement rafraîchie. Si je mets 1, donc si j'écris 1, j'aurai une seule ligne. Si je fais 100, j'aurai 100 lignes. D'accord. Si je fais 20, j'aurai 20 lignes, etc., etc. Mais je ne peux pas faire 0. OK. C'est intéressant parce que okay. Parce que si je clique à ce niveau, je ne pourrais pas avoir en dessous de 1, mais avec le clavier, si je fais avec le clavier ici 0, ça va s'afficher. C'est intéressant, c'est très intéressant parce que le select input a un défaut apparemment. Donc, avec la souris, c'est bloquant, mais avec le clavier, ce n'est pas bloquant. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici pour régler ce problème? Donc, je peux aller ici, au niveau de l'under table, et je peux très simplement, parce que c'est du R, OK? Donc, c'est pas sorcier. Je peux faire un if statement. So, if input $sign row number égal à 0 ou inférieur à 1, c'est mieux. Donc, si c'est inférieur à 1, je veux ne rien faire. Et sur R, pour ne rien faire, pour dire que je veux rien faire, on utilise un return null. Donc, je peux utiliser le return null. Donc, retourne rien. OK? Bon. Je suis à ce niveau. Je fais 0. Donc, rien n'est retourné. OK? Très bien. Donc, j'ai aucune table, j'ai pas d'erreur. Donc, si je fais un -4, j'ai pas d'erreur à ce niveau. Donc, c'est déjà, on a réglé le problème. Mais, disons que je veux fournir un message à l'utilisateur, disant que, hey, s'il te plaît, sélectionne au moins une ligne. Donc, il y a un package qui est très intéressant qui s'appelle Shiny Widgets et qui permet de générer des widgets, comme son nom l'indique. Donc, ce que je peux faire, je peux dire, si l'utilisateur a sélectionné un nombre de lignes inférieur à 1, ce qui n'est pas logique, génère-moi ce widget. Donc, le package, je dois le générer à ce niveau. Donc, c'est library shiny widget. Et le nom de la fonction, c'est send sweet alert. Donc, cette sweet alert prend le paramètre session. Donc, c'est ici. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas au paramètre session. C'est un peu avancé, mais vous
on doit juste mettre ici session et ça marche parfaitement. Donc, le titre, je dois dire erreur ou bien non, format incorrect. Okay. Texte, sélectionner au moins une ligne. Le type, donc on a 4 types. On a info, success, warning or error. Donc à ce niveau, on peut dire warning. Ce n'est pas une erreur, c'est un warning. Et à la fin, donc j'ai mon suite alert. Donc qu'est-ce que ça va se donner? Donc je lance mon application. J'ai mes 10 lignes. Si je fais 1 à ce niveau, ça marche. Mais si je fais 0, qui est inférieur à 1, j'aurai mon drop-down ici. Pardon, pas mon drop-down, mais ma fenêtre, mon alerte. Format incorrect, sélectionner au moins une ligne. OK. Donc, si je fais moins 45, format incorrect, sélectionner au moins une ligne, c'est bon. Maintenant, vous aurez remarqué qu'il y a un problème. Il y a une erreur à ce niveau. Donc, si mon utilisateur supprime cette valeur, j'aurai une erreur ici. Missing value as true, false, needed. C'est très intéressant parce qu'on peut voir que Shiny est très réactif. Parce que qu'est-ce qu'on va produire si on laisse cette case vide? Shiny va détecter qu'il y a eu un changement. Il va acquérir la valeur de mon input $, number of rows. Il va voir que cette valeur, elle est nulle. C'est vide ici, il n'y a rien. Mais Shiny est systématique, donc il va quand même essayer de calculer, de procéder au calcul. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au niveau de mon head, MPG, ou bien if input row number ici. Il va essayer de calculer ça et ça aboutira à une erreur parce que cette valeur n'existe pas encore. On doit la fournir. Okay? Donc, on doit aussi considérer ce cas de figure. Donc, pour corriger ça, pour corriger ce message, cette erreur qui est redondante, on peut faire ça. On peut faire if input or no, if is null, input row number. Donc, si mon input est nul, qu'est-ce qu'on va faire? Return null. Ne faire rien. Okay? Ne me génère pas d'erreur. Ne me calcule pas ça, ne me calcule pas ça. Juste ne fais rien. OK? Parfait. Donc, je génère l'application. Maintenant, regardez, si j'ai aucun nombre, rien ne se passe, je n'ai pas d'erreur. Mais si je fais 5, pourquoi je n'ai pas de... c'est intéressant. Pourquoi je ne vois pas ma table? Please select the number of rows to display. C'est parce qu'il y a écrit row number. Ah, très, merci beaucoup. Ouais. Erreur de frappe. Merci, je ne sais pas qui. Merci, Maxime. Donc, j'ai row number à ce niveau. Oh, très bien. Encore merci, Maxime. Donc, ici, j'ai 10 lignes. Donc, si j'ai un vide, j'ai toujours la même erreur. Ah, je crois que je sais pourquoi. Donc, à ce niveau, mon input row number n'est pas nul, mais je pense qu'il est égal au caractère vide. Donc, si je fais input $, row number, cette fois, je vais copier, égal à caractère vide. Donc, il n'y a rien. Ce n'est pas nul, mais c'est égal au caractère vide. Return ne retourne rien. Maintenant, je pense que ça va fonctionner. J'espère. Donc, si je fais missing value at true, false. OK. Donc, non, c'est super intéressant parce que là, je voulais vous montrer ça plus tard, mais là, c'est un très bon exemple de comment débugger une Shiny app, une application Shiny. Donc, on va essayer de débugger ça. Donc, pour débugger une application Shiny, ça se fait exactement comme n'importe quel script R.
Donc, je vais faire un browser à ce niveau. Je vais utiliser le debugger RStudio. Donc, je vais lancer mon application. OK? Et là, je vais juste... Vous pouvez voir que mon application a été stoppée. Donc, j'ai mes widgets, mais rien n'est affiché parce que le code à ce niveau n'est pas encore généré. Donc, vous pouvez voir à droite, mon debugger, il est stoppé au niveau de cette ligne 47. Donc, je vais faire Next. Donc, je vais procéder au calcul de ça. Je vais faire Next. OK, c'est très bien. Donc, Next, j'ai mon plot, j'ai ma table. OK? Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer cette valeur. Et OK. Donc, j'aurais dû mettre le browser à l'intérieur. Désolé. Live coding. Donc, je vais répéter ça. Je vais faire un continue avec mon debugger. OK. Je vais changer cette valeur. Ah, très bien. Donc, si j'ai changé cette valeur, ça va générer mon debugger aussi. Maintenant, je vais effacer ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, j'ai effacé et mon debugger a détecté que cette fonction a été réévaluée. Donc là, je peux déterminer la valeur de mon input $round number. Donc, c'est quelle valeur qu'on save vide. Donc, si je fais input $round number. Ah, c'est NA. Donc, c'était pas nul, c'était pas empty string, mais c'était NA. C'est intéressant. On apprend toujours. Donc ici, au lieu de faire égal empty string ou égal ou is NL, je dois faire is NA. Not is null, mais is NA. Donc si c'est NA, et NA c'est une valeur particulière de R pour dire valeur manquante. Mais c'est différent de nul. C'est assez proche, mais ce n'est pas la même chose. Donc, nul, la valeur n'existe pas. NA, la valeur existe, mais elle est manquante. C'est nuancé. Donc, maintenant, si j'exécute, et normalement, j'espère que quand j'efface, je n'aurai pas d'erreur. OK, parfait. Maintenant, je n'ai pas d'erreur parce qu'elle a détecté que mon application a détecté que la valeur était NA, et elle n'a rien fait. Donc, je n'ai pas ce message d'erreur qui est dérangeant. Très bien, mais j'ai toujours ce message qui me permet de dire à mon utilisateur que je ne peux pas utiliser de valeur négative, par exemple. Si je fais moins 5, j'aurai format incorrect, sélectionner au moins une ligne. Si je fais 0, format incorrect, sélectionner au moins une ligne, etc. Donc, on a vu à peu près comment générer une application Shiny. Shiny, c'est très, très complexe. C'est juste là, je pense que c'est même pas 0,1% de ce qu'on peut faire. Mais voilà, pour le temps qu'on a à notre disposition, j'espère juste que ça va vous permettre de repousser cette hésitation parce que je sais quand on n'a jamais fait de Shiny et qu'on veuille s'intéresser au domaine, au sujet, on a une certaine réticence parce que c'est nouveau, le code paraît étrange, mais il n'y a rien de sorcier. Et j'espère que cette introduction va vous permettre juste d'éliminer cette peur de débutant qui nous bloque. Voilà. Juste, Faudil, j'ai une question. Bien sûr. Merci. Donc, comment faire pour rendre aussi le titre aussi interactif? Par exemple, si je choisis ça, de voir 5 lignes ou bien 6, je veux que le titre aussi sera automatiquement select 5 rows. C'est une très bonne question. En fait, ici, on a fait un titre, c'est du H1, donc ce n'est pas interactif à ce niveau. Okay? Pour créer des titres interactifs, on doit utiliser les étoiles output family. Donc, on a ici un plot output, on a un table output, mais maintenant, on va générer, à la place du H2, on va générer du text output. Okay? Donc, on va utiliser la fonction text output. Je vais lui donner un ID. Donc, ça sera output ID interactif, titre interactif. Okay? Titre interactif, très simple. Si je génère la fonction,
ou l'appli, j'ai rien. À ce niveau, j'ai aucun titre, ok? Parce que je n'ai pas encore déployé ou implémenté le titre. Mais si je prends titre interactif à ce niveau, je vais au niveau de mon output ou de mon serveur, je fais output $, l'identifiant de mon titre interactif et j'utilise la fonction render text. Okay. Et render text, je peux dire maintenant, qu'est-ce que j'avais au début ici? Bon, oh, pardon. Qu'est-ce que j'avais au début? Je pense j'avais, OK. Bon. First 10 rows of MPG. OK, très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire paste 0. Et je vais faire first. Je vais utiliser un espace. Et je vais faire first input $, le nombre de lignes sélectionnées, qui est ici row number. OK? Donc, j'aurai, si j'ai 10 lignes, j'aurai first 10. Si j'ai 5 lignes, j'aurai first 5. First 10 rows, OK? Or 5 rows of MPG. C'est bon? Si je lance mon application, OK, maintenant, le seul problème que j'ai, c'est que le titre, il est réactif, mais il est très petit. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois le mettre au niveau d'un H1. Donc, je ne sais pas, parce que text output, je ne sais pas si je dois faire du CSS ou bien je peux le mettre directement à l'intérieur d'un H1, comme ceci. On va essayer. Ouais, ça marche parfait. Donc, on n'a pas eu besoin de CSS, on a juste mis le text output à l'intérieur du H1 et ça nous a permis d'avoir un titre plus grand. Donc ici, si je fais par exemple 20 lignes, j'aurai first 20 rows of MPG. Okay? Si je fais 50 lignes, first 50 rows, 0. Okay, j'aurai format incorrect, je dois corriger ça. First 45, 45, etc. Maintenant, si j'ai aucune valeur, j'aurai first NA rows of MPG. C'est pas clean, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la même chose ici au niveau de mon render text. On peut faire if, an if statement, is NA input $row number. OK? On va juste écrire please select correct number of rows. OK? Donc, je vais générer ça. Et pour ne pas que ce code exécute, je vais juste faire ici, après ça, return null. C'est juste à ce niveau, à l'intérieur de mon if statement. Donc, je génère ce titre et je sors de ma fonction. Parce que sinon, si je ne fais pas return null, ce titre va s'exécuter, après ce code va s'exécuter, donc ça va toujours exécuter ce code. D'accord? Donc, je génère mon application. Argument is of length 0. Ah, sorry. J'ai fait beaucoup de frappe. Donc, si je fais 0 ici, format incorrect, si je supprime, vous voyez que j'ai please select the number of rows to display. Et juste une seconde. If is NA, please select the current number of rows. No. Je vais juste essayer quelque chose. Parce que je n'ai pas vu le titre. J'aurais aimé. Ok, je vais faire un if-else statement. Donc, je vais faire if-else. Ce sera plus simple. OK. Donc, si the row number is NA, je vais avoir ce titre. OK. Sinon, je vais avoir ce titre. Normalement, ça devrait fonctionner à tous les coups. Donc, si je supprime ici, oui, j'ai le titre qui est interactif. Please select the correct number of rows. Maintenant, si je fais 1, j'aurai first 1 rows of MPG. Si je mets 20, first 1 rows of MPG. D'accord? Oui, c'est super intéressant. Oui. D'autres questions?
Oui, moi aussi. J'ai une autre question. On Oui. suppose que j'ai développé mon application Shiny, tout est bien, mais je veux l'intégrer en production. Donc, comment je peux le faire pour le publier? Donc, il y a beaucoup de manières de. Enfin, beaucoup, je dirais qu'il y a plusieurs manières de déployer une application Shiny. Tout dépend du nombre d'utilisateurs que tu attends, attendu ou du nombre d'interactions, je ne sais pas. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais il y a beaucoup de possibilités. Donc, on peut la déployer au niveau du serveur ici de RStudio qui s'appelle shinyapp.io. Donc, c'est très, très facile. On peut faire avec un clic, on peut la déployer avec ce bouton Publish. OK? On peut la déployer, mais il faut avoir un compte au niveau de shinyapp.io, mais c'est limité parce que vous avez une option gratuite qui vous permet de déployer jusqu'à 5 applications, mais vous aurez 25 heures utilisateurs par mois. Donc, c'est assez limité. Après, vous avez à $10 par mois, à $40 par mois, c'est intéressant. Vous aurez un nombre illimité d'applications et jusqu'à 500 heures d'utilisation, qui est quand même quelque chose. Après, si vous voulez une utilisation illimitée, il y a d'autres options. Il y a par exemple ce qu'on appelle Shiny Server. C'est ce que vous verrez généralement en entreprise. Donc, en entreprise, vous aurez un serveur Linux et vous pourrez installer un serveur Shiny et vous pourrez déployer vos applications Shiny à l'aide de ce serveur. C'est très IT comme solution, mais c'est faisable et ce n'est pas très, très compliqué aussi. Il y a aussi RStudio Connect. Il y a ce qu'on appelle Shiny Proxy, qui est très, très, très intéressant. Et Shiny Proxy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous permettre de déployer vos applications Shiny à l'aide de Docker. Donc, il va vous créer des Docker containers que vous pourrez déployer en production. Donc, c'est très, très robuste. Donc, il y a le choix. D'accord, merci. D'autres questions? Sinon, on va stopper là. D'accord. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions si on a encore. Merci beaucoup, Mohamed, pour Merci à vous. cette formation. C'est Merci à très vous pour utile. l'invitation. Oui, c'était super. Ouais, Merci, merci. Maxime, d'avoir assisté. Merci à tous. Je veux juste vous inviter à notre prochaine session qui aura lieu fin de ce mois, le 24 février, et qui va porter aussi sur Shiny, plutôt sur la librairie Golem. Donc, je vais partager avec vous le lien afin de vous inscrire si ça vous intéresse. En fait, cette librairie va vous permettre plutôt de faciliter la création des applications en automatisant les tâches répétitives et tout. Alors, le lien est le suivant. Voilà. Voilà. Nous allons partager bientôt l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Et voilà, c'est tout. Merci encore une fois, Mohamed, et bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous Au en revoir. prie. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bye.